Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous suivre aux antennes de Géopolis Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition. Place au sommaire. Journée mondiale de la liberté de la presse. La RDC célèbre cet événement dans un contexte de la crise sécuritaire doublée d'une guerre d'information. Cette année, un accent a été mis sur l'attitude du journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle en ce temps d'agression rwandaise. Et puis, ce 5 mai, le monde célèbre la journée mondiale de l'hygiène des mains, une pratique qui n'est pas souvent respectée des Quinois. Vous suivrez quelques avis dans ce journal au micro de Rosie Chioyo. Et à l'international, les prix du cuivre ont connu un début d'année marqué par une forte volatilité en raison des incertitudes entourant des droits des douanes américains et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Commençons avec cette information annoncée en titre. Le journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise. C'est le thème de la journée de la liberté de la presse célébrée au niveau mondial le 3 mai. Cette célébration a été retardée de 2 jours en RDC. Au niveau national, elle intervient dans un contexte de la crise sécuritaire doublée d'une guerre de l'information. Patrick Ilunga. Quasiment toute l'élite du secteur de la communication et des médias en RDC s'est retrouvée à l'hôtel Kempinski pour célébrer la journée de la liberté de la presse. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a marqué sa présence à cette célébration en signe de solidarité pour un métier plus que jamais important à l'ère des fake news, des informations, intelligence artificielle, l'ère de la guerre insidieuse de l'information. Le rôle du journaliste devient donc crucial. Il ne s'agit pas seulement de rapporter des faits, mais de lutter contre l'illusion de la vérité. La désinformation devient donc un vecteur de déstabilisation. Mais la grande question, la responsabilité versus liberté, où tracer la ligne ? Pour le ministre de la Communication Patrick Muyaya, chacun en République démocratique du Congo doit être conscient que le pays fait face aux armées classiques mais aussi aux armées numériques. Dans ce contexte de guerre et de grande évolution technologique, des réformes importantes ont été mises en place pour assainir l'écosystème des médias en RDC. Des leviers de professionnalisation, des boucliers contre la désinformation et la manipulation et surtout des expressions concrètes de la souveraineté médiatique de notre nation. Aujourd'hui, plus que jamais, le secteur de la communication et des médias se tient debout. Notre siècle, entre autres la numérisation, la lutte contre la désinformation, l'intelligence artificielle ainsi que les nouveaux modèles économiques. Dans les mêmes ordres d'idées, le gouvernement est saisi du plaidoyer d'une intervention au titre d'appui au fonctionnement de l'Union nationale de la presse du Congo en attendant la pleine relance des activités de cette instance de régulation et la collecte des cotisations de ses membres afin de garantir son autonomie financière. Nous avons été témoins de la tenue du Congrès qui a permis à cette instance d'autorégulation de se doter des nouveaux textes et d'élire un nouveau comité directeur, ce qui a mis fin à plusieurs mois de paralysie. Et aujourd'hui, nous avons une structure partenaire avec qui nous pouvons continuer le travail pour améliorer l'écosystème des médias. Le ministre de la Communication a déclaré que la RDC a déjà fait la moitié du chemin en ce qui concerne la dépénalisation de délits de presse. En rapport avec la journée de la liberté de la presse, le président Félix Tshisekedi dénonce la manipulation de l'information, les fake news dont la RDC est l'objet. Tout cela procède d'une campagne qui vise à affaiblir la souveraineté de la RDC et d'attiser la division entre communautés du pays. Suivez le président Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis par Patrick Ilunga. Les outils d'intelligence artificielle sont utilisés avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute et déstabiliser les esprits. Certes, l'intelligence artificielle est une révolution technologique qui transforme notre monde à une vitesse fulgurante,
car elle offre des opportunités extraordinaires pour les médias, des outils pour analyser des données complexes, pour produire des contenus plus rapidement ou encore pour atteindre un public plus large. Mais elle comporte aussi des risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Ces dernières années, notre pays a été la cible de fake news, des deepfakes et des campagnes de désinformation, souvent orchestrées par des acteurs extérieurs, visant à minimiser les crimes commis contre notre peuple et à détourner l'attention de la communauté internationale, à alimenter la méfiance envers les institutions de la République, à attiser les divisions au sein de nos communautés locales et à affaiblir notre cohésion nationale. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans ce chapitre de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette fois, on en parle avec un intervenant sur ce plateau. Il s'agit de José Junior Owawa qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Alors José Junior Owawa, les journalismes de 2025, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC. On peut donc dire que le métier de journaliste est en pleine transformation. Alors particulièrement avec cet avènement de l'intelligence artificielle, comment la presse fait-elle face aux défis liés par exemple à la désinformation ? Oui, effectivement, vous l'avez certainement effleuré dans votre analyse et dans votre commentaire, dans votre présentation, que justement l'avènement de l'intelligence artificielle, le NTIC dans leur ensemble, est à la fois une opportunité pour le métier de journaliste et aussi ça représente de menaces. De menaces, pourquoi ? Parce que c'est une opportunité. Je commence par l'opportunité parce que l'intelligence artificielle facilite le travail des journalistes, notamment dans le traitement des textes et le traitement des données qui ont un volume quand même intéressant. Et aussi, c'est un travail qui facilite dans la rapidité de traitement justement de ce travail-là. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de textes que nous traitons ici, des milliers de données que nous recevons un peu à travers le monde, à travers le pays, où vous avez la possibilité de pouvoir le traiter aussi facilement avec l'intelligence artificielle. Et il représente également, c'est une intelligence, ça représente également des défis. Les défis, comme vous avez posé la question, c'est notamment au niveau de comment on fait face à la désinformation. Vous avez vu dans le contexte, par exemple, celui de la RDC, où le pays est agressé par les puissances externes, notamment le Rwanda, pour ne pas le citer. Et face à cette agression, vous avez vu comment le flux d'informations nous parvient ici. Et ce n'est pas seulement pendant la période de la guerre, aussi pendant les périodes électorales, les périodes des grands troubles que le pays a connus ces 10 dernières années. Il y a toujours ce problème de désinformation. Vous ne savez pas, quand vous êtes journaliste, vous êtes parfois victime de ces phénomènes de désinformation. Alors, il est recommandé maintenant, comme on est journaliste en 2025, on doit, premièrement, maîtriser les règles d'éthique et de déontologie de votre profession, qui est celle de journaliste, mais aussi maîtriser ce qu'on appelle les outils de travail. Les outils de travail aujourd'hui, il est inconcevable pour un journaliste, pour tout professionnel dans tout domaine d'ailleurs, et particulièrement dans celui de journalisme,
qu'un journaliste puisse travailler sans maîtriser les b.a.-ba, les minimums, ce qu'on appelle des NTIC. NTIC, je vais voir Internet, je vais voir les outils numériques. Donc, ça vous permettra de pouvoir vérifier, c'est parce que je vous ai dit qu'il faut renforcer la maîtrise des règles éthiques de déontologie, de vérifier ce que vous faites à travers ces outils, des outils numériques. Parce que dans les traitements, pour respecter les règles éthiques et de déontologie, il faut maîtriser. Je veux dire, par exemple, je ne peux pas faire peut-être la promotion de certaines applications ici qui permettent d'utiliser, par exemple, technique que vous avez toujours l'habitude de suivre, les images inversées, pour voir si une information qui a été diffusée, est-ce qu'elle est conforme à la réalité. Il y a des images qui nous sont pompées, les images de 2012, de 2013, de 2014, mais on vous amène comme si c'était une réalité. Mais pour le public et pour la population, et cette information, si elle est donnée par les journalistes professionnels, ça suppose que c'est une information vraie. Ça veut dire que c'est une responsabilité pour les journalistes de maîtriser, je vous ai dit, les règles éthiques et de déontologie, maîtriser les sources d'information et aussi travailler en collaboration avec des experts du domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui peuvent vous aider par moment de vérifier les faits pour savoir si c'est une information. Aujourd'hui, par exemple, j'ai suivi dans la conférence du chef de l'État où vous voyez un discours que je tiens maintenant en français, en langue française. En 2 secondes, on peut le transformer, que ce soit un discours en anglais, que ce soit un discours en swahili. Mais quand on est journaliste, on doit être capable de comprendre que c'est un discours qui a été travaillé. La langue a été modifiée par l'intelligence artificielle. Non pas seulement que cela, il faut aussi dire à la population, aux téléspectateurs qui nous suivent, que c'est un discours que j'ai copié, c'était au départ en anglais, mais c'est un discours qu'on a maintenant transformé en français. Ce sont les textes qu'on voit sur X, comme toutes les applications, tous les réseaux sociaux. Ce sont des textes qui viennent généralement en anglais ou en français. Générés par l'intelligence mais générés par cette intelligence-là, mais qu'on peut transformer cette fois-ci. Mais quand on est journaliste, on travaille sur base d'éthique et de déontologie, on doit être en mesure de dire que voilà, le contenu a été à l'origine de telle nature, et voilà, grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu obtenir cela. Voilà. Monsieur José Junior Wawa, y a-t-il risque de disparition du métier de journaliste face à cette omniprésence des nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que ses variables? Oui, c'est une question pertinente, d'autant plus que depuis 1800, depuis quelque chose, depuis l'avènement du livre, depuis l'avènement des documents imprimés, depuis l'avènement de la radio, depuis l'avènement de la télévision et tout récemment l'avènement de NTIC, d'Internet, on disait que les journalistes étaient en train de disparaître. Mais on a compris tout simplement que ces outils d'information et de communication n'était pas que de menaces. Je dis que c'est une opportunité aussi que le monde journalistique a transformé pour en faire des opportunités de pouvoir justement travailler. D'où les journalistes doivent s'adapter à ces changements technologiques. Il y a cette nécessité de s'adapter à cette évolution technologique parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans beaucoup de groupes WhatsApp, beaucoup de groupes de tous les réseaux sociaux, mais une information qui vient d'un journaliste, je me rends compte finalement dans des débats, vous suivez effectivement l'information et tout le monde à la télévision, mais les amis avec qui vous êtes qui ne sont pas forcément journalistes vous posent la question: qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce qu'on suppose que vous ne pouvez pas prendre l'information en tant que journaliste, ça tenu compte de la fiabilité des sources d'informations que vous récoltez, la qualité des informations que vous diffusez et comment c'est-à-dire que nous, on capitalise la présence de ces outils numériques, les outils de technologie de l'information, de la communication et en faire des opportunités pour le travail des journalistes. Donc le journalisme peut aller encore plus loin si effectivement chaque journaliste intégrerait dans sa façon de faire que ces outils nous permettent justement de pouvoir capitaliser et faire être beaucoup plus performants dans notre travail. Voilà, merci à vous José Junior Owawa pour cette brillante intervention. Merci beaucoup madame, merci aux téléspectateurs de Géopolis. Poursuivons avec ce journal. Alors que les lignes semblent rouges sur l'axe RDC-Rwanda M23 au niveau international, des initiatives sont également prises pour redynamiser le dialogue au niveau local. Le week-end dernier, l'ancien président du Nigeria et membre du comité de sages de l'Union africaine, Olusegun Obasanjo, a rencontré plusieurs leaders congolais dont le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ce qui trahit la volonté de la communauté internationale de trouver une solution globale et durable à la crise. José Junior Owawa. C'est une journée marathon que connaît l'ancien président du Nigeria. Ce vendredi demain, Olusegun Obasanjo se rend d'abord en Afrique du Sud,
Dans le pays de Mandela, l'octogénaire y rencontre Atispas Mbusa-Nyamwisi, ancien ministre, avant de reprendre son avion pour Harare au Zimbabwe, où il y rencontre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Le membre du comité de sages désigné par l'Union africaine terminera son périple à Kinshasa. Une audience lui a donc été accordée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Même si aucune communication officielle n'a été faite autour de ces rencontres qui se voulaient discrètes, des observateurs y voient une manière pour la communauté internationale de baliser les chemins à un dialogue national entre le pouvoir et les oppositions pour un règlement pacifique du conflit armé qui mine particulièrement l'est du pays. Olusegun Obasanjo, ce général nigérien à la retraite, connaît parfaitement les arcanes politiques de la RDC. Déjà dans les années 60, l'homme avait servi comme casque bleu dans l'Organisation des Nations Unies, avant de revenir 4 décennies plus tard comme médiateur dans la crise qui opposait le pouvoir du même Joseph Kabila à l'époque et de groupes armés toujours dans la partie orientale du pays. Avec son expérience d'ancien chef d'État, d'anciens opposants, de militaires et de médiateurs dans plusieurs conflits à travers le continent africain, Obasanjo n'a jamais quitté les projecteurs. Sa dernière apparition dans la crise congolaise est celle de Doha au Qatar, dans l'ombre des négociations entre Kinshasa et Kigali sous la médiation américaine. Les spécialistes sont formels, son dernier bal diplomatique est une démarche concertée dans la stratégie globale de l'administration américaine pour tenter une solution globale à la crise congolaise qui n'a fait que trop durer. Dans le domaine du numérique, la République démocratique du Congo vient d'accorder l'autorisation de fonctionner à la firme Starlink du milliardaire américain Elon Musk. L'autorisation a été accordée le week-end dernier par l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, ARPTC. Quels en sont les enjeux dans un pays à la fracture numérique parmi les plus prononcés du continent africain? José Junior, Owawa. Pour des spécialistes, cette décision marque une étape clé dans la modernisation des infrastructures numériques congolaises, longtemps confrontées à 2 défis de couverture de qualité. Cette autorisation de fonctionner à RDC, accordée à Starlink, intervient dans un contexte de renforcement de relations de coopération entre la RDC et les États-Unis. Elon Musk, entrepreneur influent et proche collaborateur du président américain Donald Trump, qui en est le propriétaire, pourrait jouer un rôle stratégique dans la connectivité du pays, mais aussi dans le dynamique politique et économique régionale, fait remarquer un géopolitologue de l'Université de Kinshasa, qui y voit un alignement de la RDC avec des intérêts américains en Afrique, notamment dans un environnement où la Chine et la Russie étendent également leur influence technologique et sécuritaire dans le continent. Annoncé en RDC, avec de gros investissements notamment dans les secteurs miniers, des infrastructures et de la sécurité, les États-Unis pourront capitaliser l'arrivée de Starlink, qui devrait servir de levier pour Washington grâce à sa capacité de connectivité, tout en renforçant les liens économiques avec Kinshasa. Pour la RDC, cette autorisation représente une opportunité majeure d'améliorer l'accès à Internet, particulièrement dans les zones reculées où les infrastructures traditionnelles sont défaillantes, au moment où le gouvernement mise sur l'inclusion numérique pour stimuler son économie. Lancé par SpaceX, le mastodonte milliardaire américain est une entreprise spécialisée dans le domaine de télécommunications et a comme mission de distribuer de l'Internet par satellite au début partout dans le monde. Conformément à ses objectifs managériaux, Starlink envisage de créer une constellation de 12 000 satellites dans sa première phase du déploiement qui arrive à terme en cette année 2025. La RDC, pays aux 120 millions d'habitants, est l'un des pays à la fracture numérique la plus profonde en Afrique, et grâce au nouveau leadership de la RTPC, conduit par Christian Katende Mukinaï, la RDC tente par tous les moyens de redynamiser ces secteurs pour en faire l'un des leviers de croissance inclusive grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo.
Parlons santé à présent. Lors de la réunion stratégique hebdomadaire dirigée par le ministère de la Santé en RDC, il a été annoncé que les cas confirmés de Mpox sont en baisse. La réunion a également abordé les inondations touchant 3 provinces, dont Kinshasa, ainsi que la situation de l'anthrax. Des directives ont été émises concernant la gestion et la prévention du choléra dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Tanganyika. Dans Momat. La tendance générale de cas confirmés de Mpox est à la baisse. C'est l'une des nouvelles communiquées à l'issue de la réunion stratégique hebdomadaire sur la gestion de l'Mpox et d'autres épidémies tenue ce lundi sous la direction du ministre de la Santé à travers le secrétaire général à la Santé. Nous avons aussi suivi qu'il y a quand même certains points saillants qu'il fallait peut-être relever. C'est notamment il y a la réunion des incidents qui a eu lieu avec les courses, les directions et les programmes qui sont impliqués dans l'activation. Il y a aussi la réception des équipements pour l'extension du réseau de laboratoires, les RADIWAN avec les partenaires techniques et financiers. Il y a aussi la poursuite et la fin de certaines missions, le déploiement des équipes d'intervention rapide dans certaines provinces. La question liée aux inondations qui touchent actuellement 3 des 26 provinces de la RDC, dont Kinshasa, a également été abordée, de même que celle relative à l'anthrax. À Kinshasa, où nous avons l'enregistrement biométrique des sinistrés dans les sites d'hébergement avec le déplacement des sinistrés du site de Bandal vers Kinkole qui a déjà débuté. Mais il y a aussi des questions par rapport au WASH qu'il faudrait adresser dans les jours qui viennent, qui demeurent encore une préoccupation. C'est depuis le 22 mars qu'il y a eu d'abord cette épizootie bien avant et puis l'épidémie qui a été confirmée avec un cas confirmé d'anthrax au Nord Kivu. Et par rapport à cela, les équipes continuent à travailler avec les équipes provinciales pour essayer de voir comment prendre en charge les cas humains qui existent et comment continuer avec les mécanismes de prévention, contrôle de l'infection et même de surveillance dans la santé animale. Des orientations ont aussi été données au cours de cette même réunion concernant la gestion et la prévention du choléra qui sévit actuellement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika. Le monde célèbre la Journée mondiale de l'hygiène des mains, une occasion visant à souligner l'importance de l'application des mesures efficaces d'hygiène de main ainsi que à la prévention et du contrôle des infections dans les établissements de santé. En République démocratique du Congo, cette pratique est encore trop souvent négligée, selon plusieurs personnes interrogées. Plus de détails dans ce reportage de Rosie Thioyo. Le 5 mai, le monde célèbre la Journée mondiale de l'hygiène de main, un moment crucial pour rappeler l'importance de ces gestes simples mais vitaux dans la prévention des infections. En République démocratique du Congo, malgré la sensibilisation internationale, l'hygiène des mains reste encore un défi dans la vie quotidienne. Face à cette réalité, d'autres tentent de jouer un rôle d'éveil communautaire. Pour le peuple congolais, tous beaucoup plus que na habitude ya kusukulaka maboko soka to comme na tango ya kulia te. Mais eza question to yebaka ke non, tous na ndenge environnement na biso ndenge ezaleli, mutu faut s'habituer ya koyeba kusukulaka maboko à tout moment, même si on fait un déplacement, même aussi on va ne pas se mutu mote. Une mauvaise hygiène des mains est à l'origine de nombreuses maladies. Nous avons la fièvre typhoïde par exemple, c'est une maladie des mains sales. Et nous avons par exemple le choléra, la COVID-19, la bilharziose. Donc plusieurs maladies peuvent être contractées avec l'usage de nos mains. En cette journée mondiale, les messages restent simples mais fondamentaux. Se laver les mains peut sauver des vies. Il est donc temps que ces gestes deviennent une habitude quotidienne et collective. Un lavage rigoureux est recommandé pour une propreté de main. On doit se laver les mains simplement avec de l'eau qui a un pH neutre, dessèche moins la peau que les savons et lave aussi bien puisque la sueur, la poussière et les cellules mortes sont hydrosolubles. Tout cela part donc avec l'eau du bain tout en laissant à la peau ces lipides indispensables. En cette journée mondiale, les messages restent simples mais fondamentaux. Se laver les mains peut sauver des vies.
Il est donc temps que ces gestes deviennent une habitude quotidienne et collective. À Kinshasa, le coût de stationnement s'élève à 500 francs congolais pour tous les véhicules, y compris les taxis-motos. 4 ans après le lancement officiel de cette taxe, de nombreuses questions subsistent quant à l'utilisation des fonds perçus quotidiennement auprès des chauffeurs, initialement destinés à financer des projets d'intérêt communautaire. Suivez. Mais à laquelle personne ne veut vraiment répondre. C'est la question à 1000 points que tout le monde se pose, mais à laquelle personne ne veut vraiment répondre. Où vont les recettes issues de la taxe de stationnement à Kinshasa? Depuis le lancement officiel de cette taxe le 16 septembre 2021, chaque véhicule et moto est tenu de s'acquitter quotidiennement d'un montant de 500 francs congolais. L'objectif annoncé par les autorités, mobiliser des ressources pour financer des projets d'intérêt communautaire, notamment dans les secteurs de transport et des infrastructures urbaines. 4 ans plus tard, les motocyclistes et les chauffeurs de taxi n'en voient toujours pas des retombées. Les routes demeurent en mauvais état, aucun espace de stationnement n'a été aménagé et pourtant, la taxe continue d'être prélevée chaque moto et son propriétaire et dont la multiplication semble davantage servir à alourdir les charges qu'à structurer les secteurs. Autorisation de transport. Autorisation na fiche de transport. Baye kobimisa mukanda mususu. Basengi même pas ba motard pour baye ba vi na bango mais babimisi mususu bazali koloba soki eza ya maire de la ville. Eza soki ba 15 000 soki 20 000. Oye mukanda mi baye auto dépenser ngo 45 000 francs. Il y a 145 000 francs. Ba nombre ba moto auto na ville de Kinshasa. Mbongo combien? Tozana bisika côté le matin, soki côté mi bakangi yo. Siko ba mbongo nyonso wana ezokende wapi? Banzela pe ezali mabe. Et pendant ces temps, la capitale étouffe sous les désordres. Les stationnements anarchiques des motards à Kinshasa devient un véritable casse-tête. Trottoirs, devantures de commerce, ronds-points, voire milieu de chaussée, les motos sont garées partout, sans règle ni respect de l'espace public. Résultat, embouteillage, gêne pour le piéton et les risques accrus d'accidents. Face à cette situation, les conducteurs comme les citoyens interpellent les autorités. Si les taxes sont prélevées quotidiennement, à quand leur juste retour sur les terrains? En sport, les léopards U20 de la République démocratique du Congo ont battu la République centrafricaine sur la marque de 3-1 ce lundi 5 mai 2025. Cette rencontre compte pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations des Juniors Égypte 2025. Blaise Kozola. Le garçon du sélectionneur Guy Boukassa ont remporté leur deuxième journée de groupe ce lundi en battant la République centrafricaine par 3-1. Une première victoire dans l'histoire de la RDC dans cette compétition de jeunes en 2 éditions. Les Congolais ont démontré leur force et prennent la première place de leur groupe avec 4 points en 2 journées. En face, après l'air nul, 1 but partout face au Sénégal lors de la première journée, le Centrafricain reste immobile avec leurs petits points. Pour y arriver, Noah Makanza a signé un doublé à la 42e et 50e minute. Le capitaine Samuel Tanda, comme lors de la journée inaugurale, a marqué le 3e but de Congolais, un coup de casque parfaitement bien placé. Lors de la 3e et dernière journée, le jeudi 8 mai prochain à 16h heure de Kinshasa, la RDC affrontera le Sénégal, tenant du titre de la compétition, qui jouera les Ghana dans un derby ouest-africain ce même lundi dans la soirée pour le compte de l'autre deuxième journée du groupe C. Messieurs, faisons place à présent à la page internationale.
Le Maroc est le troisième producteur et exportateur d'orange en Afrique, derrière l'Égypte et l'Afrique du Sud. Pourtant, contrairement à ces deux poids lourds du secteur qui sont respectivement premier et deuxième exportateurs mondiaux, le royaume chérifien peine à s'imposer durablement sur le marché international. Suivez. Au Maroc, les gouvernements ont entérimé l'entrée en vigueur d'un nouveau mécanisme d'appui à l'exportation des agrumes frais applicable sur 5 campagnes agricoles de 2024 à 2028. Selon les détails publiés dans le bulletin officiel du Royaume le 21 avril dernier, il est prévu l'octroi d'une prime forfaitaire de 1000 dirhams qui équivaut à 107,7 $ par tonne d'agrumes exportés à destination de l'IE, du Royaume-Uni et de certains pays africains. D'après les autorités, l'aide sera attribuée exclusivement aux unités de conditionnement exportatrices disposant d'un agrément valide et soumises à un plafond annuel fixé à 65 000 tonnes pour la première année, avec une augmentation progressive jusqu'à 125 000 tonnes en 2028. Cette manœuvre est à inscrire dans un contexte où la filière orange est en difficulté sur les marchés internationaux depuis plusieurs années. Les données compilées par les départements américains de l'agriculture relèvent que les exportations marocaines d'orange ont baissé de 15,37% en moyenne par an, passant de 117 000 tonnes durant la campagne de commercialisation de 2019-2020 à seulement 60 000 tonnes en 2023 et 2024. Selon les observateurs, en plus de la concurrence sur les marchés internationaux, la filière marocaine doit également composer avec la sécheresse persistante qui affecte sa productivité et la hausse des coûts de transport. Déjà en 2023, les exportations marocaines d'agrumes avaient reculé de près de 60%, s'établissant à seulement 39 000 tonnes d'après l'ISDA. Tout l'effet combiné de ces trois facteurs est peinant depuis à franchir à nouveau la barre de 100 000 tonnes. À terme, cette politique de soutien pourrait figurer une stratégie plus ambitieuse de repositionnement du Maroc avec les marchés mondiaux des agrumes. Mais pour y parvenir, elle devra s'accompagner des réformes structurelles visant à renforcer la résilience de la production face à la sécheresse, améliorer les performances logistiques et à diversifier les débouchés. Entre les incertitudes entourant les droits de douane américains et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, le prix du cuivre ont connu un début d'année marqué par une forte volatilité. Le marché du métal rouge demeure néanmoins sensible à l'évolution de plusieurs facteurs clés. Francine Moukeba. L'ICSG a prévu à la hausse sa prévision d'excédent mondial des cuivres raffinés pour 2025, désormais estimé à 289 000 tonnes contre 194 000 tonnes estimées auparavant. Si les conséquences précises de cette révision sur l'équilibre du marché restent à observer, cette annonce intervient dans un contexte où les prix mondiaux du cuivre évoluent déjà sous tension, dans un climat d'incertitude notamment alimenté par les politiques commerciales américaines. Les premiers mois de l'exercice 2025 ont été marqués par une certaine volatilité des prix du cuivre. Le métal rouge est désormais passé d'un prix de 3,99 $ la livre début janvier à 4,40 $ à la mi-janvier avant de terminer les mois à moins de 4,25 $. Fin mars, le métal rouge a brièvement franchi un record historique à 5,22 $ la livre avant de redescendre. Parallèlement, les dynamiques fondamentales d'offres et de demandes continuent d'influencer les marchés. La Chine, qui absorbait près de 50% de la consommation mondiale, a affiché une forte demande cette année, malgré une baisse des importations due au détournement des stocks vers les États-Unis d'Amérique. Cette situation a toutefois coïncidé avec des contraintes opérationnelles dans plusieurs pays producteurs majeurs, comme le Chili ou l'Indonésie, provoquant un déséquilibre au niveau de l'offre. Un déficit de 4,5 millions de tonnes observé en début d'année aurait contribué à la flambée des prix. Il reste à voir comment ces facteurs pourraient influencer l'évolution du marché du cuivre, particulièrement en ce qui concerne les prix. Les grands producteurs africains, tels que la RDC, la Zambie ou encore la Namibie, devront probablement suivre ces dynamiques de près.
Une autre manière de vous informer, c'est avec la lecture des journaux parus ce 5 mai dans la ville de Kinshasa. Place à la revue de presse. Kabila et Matata s'imposent à la une des nombreux quotidiens ce lundi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons-la avec l'actualité sécuritaire. La référence plus revient sur l'attaque lancée par l'AFC M23 à Lunya-Sengue au bord du lac Édouard que le FARDC qualifie de violation intentionnelle et flagrante du cessez-le-feu. Dans un communiqué, l'armée congolaise dénonce la collision entre le rebelle et l'armée rwandaise, annonçant qu'elle se réserve le droit de riposter si les hostilités persistent. Le lieutenant-colonel Marc Azukai évoque une riposte sur tout le front. L'attaque du Démé a déjà provoqué un déplacement massif des populations, dont une première vague a atteint Kassindi le 3 mai. Dans ce contexte de guerre à l'Est, Info 27 se penche sur la tension croissante autour des finances publiques. Lors du 42e Conseil des ministres, le président Félix Tshisekedi a sonné l'alarme, pointant la flambée des dépenses militaires qui pèsent lourdement sur le budget national. Il exige des mesures d'assainissement, évaluation des structures publiques créées ces dernières années, suppression des entités non pertinentes, rationalisation des dépenses jusque dans les services de la présidence. Ces efforts visent à stabiliser les cadres macroéconomiques, satisfaire les exigences du FMI et garantir un minimum de financement pour les projets de développement. Congo Nouveau relie les enjeux sécuritaires et diplomatiques, estimant que malgré une guerre froide persistante entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, les deux hommes doivent faire front commun pour garantir la réussite des pourparlers en cours à Doha avec l'FC M23 et à Washington avec le Rwanda. Cette posture de réconciliation forcée viserait la restauration d'un climat politique favorable au dialogue. Sur le même fil, Géopolis Hebdo signale que l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo pourrait jouer un rôle actif dans cette dynamique. Des sources proches de l'Union africaine avancent que celui-ci aurait été mandaté pour appuyer une médiation élargie. L'ex-président nigérian, déjà connu pour avoir mené en 2008 une médiation entre la RDC et les CNDP, ancêtres du M23, serait en coulisses pour faciliter un rapprochement entre les parties prenantes du conflit. Mais l'ombre de Kabila est également au cœur d'une tempête politico-judiciaire. Africa News révèle que l'auditeur général des FARDC a demandé au Sénat la levée de l'immunité de l'ancien chef de l'État afin de permettre l'ouverture des poursuites judiciaires. En réaction, le Front commun pour le Congo, FCC, par la voix de Raymond Tshibanda, dénonce un acharnement politique, qualifie la démarche d'illégale et rappelle que Joseph Kabila, en tant que sénateur à vie, bénéficie d'une immunité constitutionnelle inaliénable. Le FCC accuse les pouvoirs en place de vouloir instrumentaliser la justice pour éliminer un adversaire politique, avertissant que toute procédure contre un ancien président élu doit suivre les règles strictes fixées par la loi du 26 juillet 2018. En parallèle, c'est l'affaire Matata Ponyo qui refait surface. Forum des As y voit une dérive préoccupante de la justice congolaise, accusant la Cour constitutionnelle de vouloir ressusciter un dossier pourtant clos. Le journal dénonce un acharnement judiciaire qui va à l'encontre des principes d'un véritable état des droits. Ainsi se referme cette revue de presse. Bon début de semaine chez vous. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les différents titres. La journée mondiale de la liberté de la presse, la RDC célèbre cet événement dans un contexte de la crise sécuritaire doublée d'une guerre d'information. Cette année, un accent a été mis sur l'attitude du journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle en ce temps d'agression rwandaise. Ce 5 mai, le monde célèbre la journée mondiale de l'hygiène des mains, une pratique qui n'est souvent pas respectée dans les établissements de santé à Kinshasa. Vous avez suivi dans ce journal quelques avis au micro de Rosie Chioyo.
Et à l'international, les prix du cuivre ont connu un début d'année marqué par une forte volatilité en raison des incertitudes entourant des droits de douane américains et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir et surtout prenez soin de vous. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.